Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Tous les traumatismes qu'on reçoit sans être capable de les gérer à l'instant même continuent de créer une toxicité à l'intérieur qui peut ressortir par un symptôme. Quand c'est un choc d'une telle importance, c'est pas forcément tout de suite qu'on va avoir des réactions, ça peut être 6 mois, 1 an ou 2 ans après. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le déclenchement des pathologies psychosomatiques, c'est un processus cumulatif. C'est-à-dire, c'est comme la fourmilière qui se construit brindille par brindille. Eh bien, le moment où la pathologie psychosomatique se déclenche, c'est le moment où on bascule, c'est le moment où on atteint ce qu'on appelle la masse critique. Je suis une personne qui a toujours aimé le risque, l'aventure. Je suis un peu accro presque à l'adrénaline. Je vais toujours aller vers les sports qui peuvent faire mal, les sports qui vont vraiment demander beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Je suis quelqu'un du coup qui est très sportif, ça fait partie de mon identité et de ma personnalité. Moi je suis très fan d'arts martiaux. Et quand les garçons, je devais me battre avec des garçons forcément, je les voyais un peu avoir peur de me taper. Et moi je les provoquais pour qu'ils me tapent. Pas parce que je cherchais à ce qu'on me tape, mais parce que je cherchais à être sur ce pied d'égalité de moi aussi je peux prendre ce risque-là autant que toi. À partir de l'adolescence, j'ai commencé à aller vers vraiment des sports un peu extrêmes. Déjà mon rêve ça a toujours été de faire du parachute, du saut élastique, ces choses-là. J'ai fait par exemple du MTB, c'est une descente à vélo d'une montagne, c'était 2000 mètres, donc c'était à peu près 6 heures de descente en vélo, donc si tu te foires, tu te foires. Mais c'est ce qui m'attirait justement, c'était le fait d'être aussi dans une sorte de contrôle, où je pouvais contrôler le danger. C'était là, mais j'avais quand même la main dessus. Donc tout allait bien, j'avais une vie plutôt voilà, assez dessinée, assez carrée on va dire, avec les petits amusements par-ci par-là. Et j'ai rencontré mon amoureux d'aujourd'hui. Je l'attire un peu dans mes penchants comme ça, un peu extrêmes. Il me suit un peu partout avec plaisir. Et je lui dis allez viens on va en vélo, 1h30 de vélo donc tous les matins pour aller au travail. Donc moi je roulais derrière lui. Et je vois en fait une voiture qui prend l'angle pour tourner et lui continue tout droit. Et là je le vois se faire projeter à plusieurs mètres. Pour moi, tout s'arrête. Vraiment, c'était trop bizarre. J'ai une énorme pression sur la poitrine. J'ai vraiment la boule à la gorge. Je suis pris de panique. Je crois que je crie. Je sais que ça a dû durer quelques secondes, mais dans ma tête, j'ai vu la vie sans lui. J'ai anticipé la douleur de la perte de mon amoureux. On va à l'hôpital, c'est assez choquant, il y a du sang, il se casse les 4 dents de devant, il se casse le coude. Enfin bon, c'était quand même un accident qui lui a coûté son sourire et sa main droite pendant quelques mois. Mais lui le prend très bien, il le voit comme quelque chose de la vie qui est là, avec laquelle il faut gérer maintenant, et que c'est pas si grave que ça, il est là pour en parler, donc tout va bien. L'accident se passe au mois d'octobre. On déménage. Je m'occupe du déménagement puisque le pauvre a son bras dans le plâtre. Donc quand même beaucoup d'organisation. On était en plein travaux aussi avant. Il y avait des choses qui n'étaient pas terminées. Donc j'avais vraiment beaucoup de choses à faire, mais j'en étais ravie, ça m'occupait. Je pensais plus trop à l'accident du coup. On emménage en novembre. Mes beaux-parents viennent de l'étranger pour visiter l'appartement, passer un moment avec nous. On les invite du coup au restaurant avec mes parents. Tout se passe bien, super repas, on a de la chance, nos parents s'entendent à merveille, on est tous amis en fait. Bien le moment du dessert, donc après ce super repas. Je suis à côté de ma maman et je vois qu'elle est un peu bizarre. Elle parle tout doucement, je me rapproche d'elle, je lui dis « Qu'est-ce que tu dis maman, qu'est-ce qu'il y a ?»
Et elle me dit, je vais m'évanouir. Je lui dis, ok, tout va bien, je commence à essayer de la rassurer. Et là, en fait, elle tombe. Je la rattrape, donc elle ne percute pas le sol de manière violente. Et puis là, en fait, je sais pas comment, j'ai su qu'elle n'était pas en danger de mort, mais j'ai su qu'il fallait réagir quand même rapidement. J'appelle les pompiers immédiatement. Je demande dans la salle si quelqu'un est infirmier ou docteur. Il y avait effectivement 2 infirmières qui viennent immédiatement. Je lève les jambes de ma mère, je la mets en position confortable, mais je lève ses jambes parce que je ne sais pas comment. Je me disais que ça pouvait être un malaise vagal, ce qui était le cas. Les pompiers arrivent, je vois mon père complètement paniqué. Donc il lui demande à la base des informations la concernant, s'il y avait des antécédents médicaux, etc. Je le vois complètement abasourdi, il n'arrive pas à parler. Donc moi immédiatement je viens, je prends la place un peu de mon père et je lui raconte toute sa vie médicale. J'étais son carnet de santé. Je continue à contrôler la situation, je monte avec elle dans l'ambulance, jusqu'au moment où en fait le brancard part dans les urgences et là je m'effondre en sanglots. Je me rappelle pas avoir pleuré comme ça depuis que je suis enfant. Et j'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à maîtriser mes sanglots, voilà, je ne contrôle plus du tout mon corps. À ce moment-là, au moment où je pleure, où je suis en sanglots, j'ai une partie de moi qui me dit « ma mère va bien, elle va aller bien, elle est entre de bonnes mains ». Et puis l'autre, celle qui pleure en fait, « ma mère va mourir, c'était la dernière fois que je vois ma mère, j'ai rien fait pour l'aider, elle va mourir ». Puis vient le mois de décembre, fin décembre, début janvier. Et là, on apprend une nouvelle catastrophique. J'ai une petite cousine, donc la fille d'un cousin très très proche, qui a un cancer, une leucémie. C'est le choc, forcément. On s'attend pas à ce qu'une enfant soit malade lorsqu'elle paraissait le mois d'avant en pleine santé. On rigolait, on jouait, donc c'est vraiment un choc. À ce moment-là, une autre cousine, qui est du coup la sœur du papa, je l'appelle, je lui dis que j'ai appris la nouvelle, je viens la voir. Elle est, une fois de plus, comme mon père avec le malaise de ma mère, dans l'apathie. Je vois qu'il n'y a quasiment pas d'émotion, que c'était presque un mur en fait de rien et de tristesse. Et en fait, je prends soin d'elle, je m'occupe d'elle, je vais faire ses courses, je m'occupe de ses enfants, mais moi je ne ressens rien. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, dans ma tête, mais je l'écoute pas. Et je le laisse partir parce que j'ai mieux à faire, je dois m'occuper de ma cousine. Quelques jours après, pour le travail, je dois me déplacer à Chicago. Je prends l'avion, c'était, je crois, une dizaine d'heures. L'avion décolle, et là, 1 milliard d'émotions qui montent. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et ce qui en ressort, la conclusion, c'est tu vas mourir. Tu vas pas faire ces 10 heures, et il va t'arriver quelque chose, tu vas mourir. Je mets un mot sur ce quelque chose. J'ai dû en entendre parler il y a longtemps, c'était la phlébite. Parce que ça correspondait du coup au voyage dans l'avion. Je commence à avoir mal à la jambe, parce que la phlébite, c'est des caillots de sang qui se forment en général dans les jambes. J'ai du mal à respirer, je sens un énorme poids sur ma poitrine qui m'oppresse. Alors on commençait à ce moment-là déjà à entendre parler du Covid. Je vais voir du coup les hôtesses de l'air, je leur dis que je me sens pas très bien. Je les vois qui me regardent un peu apeurées, elles ont pas envie de m'aider parce qu'elles se disent si elle a le Covid, on fait quoi? Donc je retourne à plat, je me dis personne va m'aider. On atterrit, tout va bien. Je vais à l'hôtel, il est 4h du matin à Chicago. Je prends ma chambre et là j'ai toujours cette impression que je vais mourir, qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je n'arrivais pas à aller demander de l'aide. Je finis par descendre après au moins 2 heures à ruminer, à tourner dans ma chambre. Je vois qu'il y a le concierge, j'arrive pas à aller lui demander de l'aide. Je vais au travail le lendemain, on a des réunions d'équipe. Mon manager avait voyagé avec moi, donc on a fait cette réunion ensemble. Et à un moment, je vais le voir, je lui dis écoute, je me sens pas bien, j'arrive pas à respirer. Je vais aux urgences. On me fait plein d'analyses, je reste plusieurs heures. Et au bout de quelques heures, on revient vers moi en me disant Madame, vous n'avez rien. Et une infirmière rentre 10 minutes plus tard et me donne une feuille qu'elle venait d'imprimer. Et elle me dit avez-vous eu un choc émotionnel dernièrement? Je la regarde, je lui dis non. Et puis en réfléchissant une seconde, je me dis ah oui, mais en fait si, oui. Et elle me sort cette feuille du coup, qui était sur le choc émotionnel et l'anxiété. Donc moi d'abord je me dis bon, anxiété c'est pas une émotion à qui je laisse de la place, j'ai pas peur, je suis pas quelqu'un qui a peur ou qui est anxieuse. Non, c'est pas ça. Par contre choc émotionnel, pourquoi pas? Je me rends compte que les deux choses sont liées. En lisant, du coup ça m'a un peu interpellée. Je retrouve quand même des signes, le fait d'être oppressée, de pas pouvoir respirer, d'avoir l'impression, cette sorte d'impression de mort imminente. Sauf que pour moi c'est tout récent, je me dis bon c'est qu'une phase. Après tout il est quand même arrivé 3 événements marquants en 3 mois.
ça va me passer. Arrive mars 2020, confinement pour tout le monde. Je commence à faire des crises de panique. Alors sans identifier ce qui les déclenchait, parce que ça pouvait arriver sur mon canapé quand j'étais en train de lire, en train de regarder un film. Il n'y avait pas particulièrement de stress autour de moi ou d'événements déclencheurs. J'ai commencé du coup à m'intéresser à ce que c'était une crise de panique et surtout à comment les contrôler, parce que c'était cette perte de contrôle de mon corps qui me perturbait réellement. Ce qui se passait quand j'avais justement une crise de panique qui arrivait, c'était que d'un coup, c'est comme si j'avais un poids énorme, centaines de kilos, j'en sais rien, sur ma poitrine, que la respiration n'était quasiment plus possible, je cherchais de l'air. J'avais la cage thoracique qui se renfermait sur moi, qui m'oppressait. Toujours avec en fond, ah bah tu vas peut-être mourir là. La fréquence de ces crises, je dirais que c'était à peu près 3 par semaine. Mon compagnon a assisté à certaines de ces crises. En général, j'essayais de faire en sorte qu'il ne le voie pas, parce que j'en avais presque honte. Autour de moi, je pense que c'est plutôt passé inaperçu. Je pense pas qu'on se soit rendu compte que je commençais en fait à être en détresse. Par contre, mon comportement a changé sur la manière dont je m'occupais des gens. Donc moi, j'ai déjà tendance à vouloir vraiment m'occuper des gens, à vouloir leur bien-être, et je me sens responsable de leur bien-être. Mais là, j'étais responsable de leur vie ou de leur mort. Surtout ma mère qui a fait un malaise et avec qui il y a eu des historiques de maladies. Donc je passe cette période qui est ponctuée de crises de panique. Au travail, a priori en surface, rien ne change, sauf que moi, je perds complètement l'intérêt de travailler. C'est complètement secondaire. Après tout, c'est que le travail, il y a des questions de vie ou de mort ailleurs. L'idée de la mort est devenue pas omniprésente, mais tellement présente dans ma vie que des choses aussi peu importantes finalement que le travail ne comptaient plus. Arrive le déconfinement, donc c'est le mois de mai. Alors, c'est très spécial parce que tout le monde autour de moi est ravi de ressortir, moi aussi, mais arrive au bout de 1 ou 2 semaines, je crois, après le déconfinement, une sorte de douleur très intense au niveau de là où se trouve le cœur. Je ne comprends pas, la première fois, je suis un peu paniquée, je me dis, mince, je suis si jeune et pourtant, j'ai peut-être des problèmes cardiaques. Je vais voir une cardiologue qui est un peu surprise de me voir, elle me dit, tiens, vous êtes bien jeune. Et je lui dis, voilà, j'ai cette douleur-là qui est apparue un peu soudainement, qui est assez forte. Qu'est-ce que c'est ? Je fais un ECG, donc un électrocardiogramme. Tout va bien. Le temps passe, cette douleur reste là, muette, mais présente. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas oublier. Un soir, je suis un peu plus tendue que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Je commence à avoir du mal à respirer, mais c'était pas une crise de panique. Et là, je suis au milieu de la nuit. Je me dis que je fais une crise cardiaque. Je vais aux urgences, on me refait une tonne d'examens. J'ai absolument rien. Et on me parle de choc émotionnel, à nouveau. Là, je me dis, putain, c'est quand même la 2e fois qu'on me dit ça, après 2 passages aux urgences. Peut-être que c'est temps d'aller voir un psy. Peut-être qu'en fait, oui, il s'est passé vraiment quelque chose dans mon cerveau et que mon corps me dit, stop, soigne-toi, ça va pas. Je recherche une psychologue. Je trouve quelqu'un un peu par hasard à côté de chez moi. Et je commence mes séances de thérapie. Et puis je me rends compte qu'en fait, les événements que j'ai vécus ont été très importants finalement sur ma santé mentale. Que moi, je les ai un peu, pas ignorés, mais je les ai un peu diminués parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient besoin de moi. Mais que finalement, moi aussi, j'avais besoin d'être écoutée. Et en fait, j'avais besoin d'aide. Et je refusais jusqu'à présent de me le dire. Et là, j'ai commencé à accepter de l'aide. Cette thérapie, du coup, on la commence sérieusement, sauf que finalement, on va pas traiter tout de suite les événements présents finalement. On va aller chercher des choses qui sont arrivées il y a longtemps, dans le passé, dans l'enfance. Donc ça m'aide. Clairement, j'ai besoin de continuer cette thérapie, mais ça ne me traite pas immédiatement, ou en tout cas, ça ne traite pas l'anxiété que je vis dans le moment présent. Ce que j'appelle l'anxiété que je vis, c'est de toujours avoir les scénarios du pire dans ma tête.
événement, tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive aux gens, est propice à le danger, la mort. Je me promenais un jour sur les bords d'une rivière. Je vois un monsieur qui doit avoir la cinquantaine, soixantaine, qui est en bonne forme, qui fait du kayak ou de l'aviron tout seul. Et là, en fait, plutôt que de me dire tiens, il est en forme ce monsieur, je me dis il va peut-être lui arriver ci ou ça. Donc il va peut-être se noyer, il va peut-être se prendre. Il y avait un barrage, je savais qu'il y avait un barrage à peut-être 1 kilomètre plus loin. Je me disais peut-être qu'il va pas réussir à se dérouter du barrage et qu'il va tomber. Je m'imaginais vraiment tous les pires scénarios. Et à chaque fois dans ce scénario, je m'imaginais en position de sauveur. Je me disais comment je peux le sauver. Si je peux pas le sauver, j'ai la responsabilité de sa vie ou de sa mort entre mes mains. Et en fait, c'était ça pour tout. Pas que les gens, la nature aussi, les animaux, les plantes. Enfin, ça allait loin. Chez moi, j'ai beaucoup de plantes. Si j'arrivais pas à en sauver une, c'était vraiment une catastrophe. Donc ça allait loin. Et ces scénarios du pire étaient omniprésents. Donc ça me prenait une énergie mentale énorme. J'étais vraiment lessivée, fatiguée. J'avais pas beaucoup d'énergie en fait à ce moment-là. C'est vrai que moi qui suis justement très hyperactive, là mon corps avait pris un coup et j'étais plus lente. Et d'ailleurs, j'avais une culpabilité de cette lenteur et de cette presque immobilité, donc ça fait que j'allais pas bien. Puis toujours cette douleur en parallèle de pas aller bien psychiquement, mon corps aussi n'allait pas bien puisque j'avais encore mal. Là, je commençais justement à en parler autour de moi, de cette douleur. Surtout à mes parents. Et presque, en fait, je retrouvais ce truc de l'enfance où ils s'inquiétaient pour moi. Et c'est terrible à dire parce que je sais que je provoquais du coup de l'angoisse chez eux. Mais ça me faisait du bien. Puis on a traité avec la psy. Dans la thérapie, j'ai fait de l'EMDR, qui est une méthode qui consiste à faire des balayements en fait avec les yeux. Ce mouvement des yeux en particulier permet de traiter les traumatismes. On a fait de l'EMDR avec pour cible la perte, donc tout l'aspect perte de l'autre. C'est très intense, ça va très très vite, et donc j'évoque plein de souvenirs. Et au fur et à mesure des séances, je commence à vraiment aller mieux dans tous les aspects de ma vie. J'ai plus mal, je le remarque pas tout de suite. Puis un jour, mon père me demande qu'est-ce qui se passe maintenant, est-ce que ça va mieux, il s'y intéresse quoi. Et je dis non, en fait, j'ai plus mal. Ah, c'est vrai, tiens, j'ai plus mal. J'avais repris le sport extrême, donc je ne sais pas si c'est aussi lié, mais le fait d'aller mieux a fait que j'ai pu reprendre le sport et du coup, je suis rentrée dans une sorte de cercle vertueux. Mais quelque chose a un peu changé, c'est-à-dire qu'avant, je le faisais pour me convaincre que je n'avais pas peur et que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas ressentir la peur. Aujourd'hui, j'ai peur de le faire, mais cette peur-là, elle est complètement acceptée, puisque je me dis quand même quelque chose que je me disais jamais. Peut-être que, non pas je vais mourir, mais je vais me faire mal. Ça me fait quand même parfois une petite oppression à la poitrine, qui est très vite balayée, pas parce que je la rejette, mais parce que le côté un peu rationnel prend le dessus en disant « T'inquiète pas, il n'y a pas de raison ». Aussi, un événement qui est arrivé à ma maman où elle a dû être hospitalisée, rien de méchant. Je sais qu'avant, je l'aurais très très mal vécu, potentiellement avec cette sorte de contrôle et cette sorte de surplus d'émotions qui explose d'un coup. Là, je l'ai vécu de manière très rationnelle et saine, je pense, c'est-à-dire que je ne l'ai pas vu sous l'angle de la mort directement. La mort n'est plus une part omniprésente de ma vie. C'est là parce que c'est là, ça fait partie de la vie. Mais ça n'occupe pas mon esprit. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Lola Berthet. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon.
Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse @binge.audio ou sur le compte @apres-la-pluie podcast sur Instagram.